Azimut vous présente le Café de la Marine. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie. Depuis la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient, où nous refermons hélas le chapitre de l'année 2020 à huis clos, mais cela ne va pas nous empêcher de commenter l'actualité du Vendée Globe avec le sourire. Un Vendée Globe décidément riche en rebondissements avec un jeu de chaises musicales en tête de la flotte. En quelques jours, Charlie Dalin, Thomas Ruyant et Yannick Bestaven se sont passés le fauteuil de leader, comme on va le voir avec notre invité. Après avoir décroché une belle 5e place sur le Vendée Globe 2017, il est hélas le grand absent de cette édition. Triple vainqueur de la solitaire du Figaro, son talent est éclectique, aussi à l'aise sur un 60 pieds IMOCA que sur un trimaran géant. Il est remplaçant sur Gitana 17, l'ultime en attente pour se relancer sur le trophée Jules Verne. Yann Eliès, joker de luxe, est avec nous. Bonjour Gilbert, bonjour Virginie. Merci d'être avec nous. Alors Yann, je l'ai dit, cet hiver, tu es peut-être plus commentateur qu'acteur. Comment le vis-tu et quel est ton emploi du temps ? C'est au rythme de l'actualité. Hein. C'est vrai que autant le départ, je savais à quelle heure c'était. Ensuite, je suis consultant pour le Télégramme, pour France Info, Radio France et puis quelques autres médias. Donc bien occupé. Ouais, c'est au gré des informations qui tombent. Mais c'est passionnant. Après, c'est vrai qu'il y a des jours où on aimerait bien y être, puis il y a des jours où, notamment les 15 derniers pendant l'Indien, où Là, on est content d'être au chaud. On est content d'être au chaud. Ouais. Derrière l'ordi. Alors on va se replonger tout de suite dans l'actualité du Vendée Globe. On le disait en introduction, il y a eu un jeu de chaises musicales en tête du classement. Charlie Dalin, qui menait la tête depuis le 23 novembre dernier, a cédé son fauteuil à Yannick Bestaven au moment d'entamer la grande traversée du Pacifique. Ce dernier, Yannick et Thomas Ruyant, ont profité finalement d'une avarie de Charlie Dalin pour se mettre aux commandes de la flotte. Le skipper d'Apivia qui a constaté tout simplement qu'une calebasse de son foil bâbord était partie. Il a beaucoup bricolé. Il a cru un instant quand même que son Vendée était terminé. Et puis il a échangé avec son équipe technique. Il a cherché des solutions. Et finalement, il a réussi à fabriquer une cale de fortune. On va écouter ses explications. Bon voilà, ma pièce est terminée. Ma cale de remplacement. Je vais me mettre à la cape, faire pencher le bateau. Et je vais aller voir si j'arrive à la mettre. Et voilà, donc faut souligner quand même que son foil n'a pas été touché, ce qui est positif, et il va tenter maintenant de recoller au duo de tête. Hein. Alors Yann, la situation quand même semble sous contrôle depuis qu'il est reparti. Apivia n'a pas montré de déficit de vitesse par rapport à ses concurrents, mais c'est toujours quand même un peu stressant de s'engager dans le Pacifique avec un bateau qui ne serait pas à 100%. Ouais, c'est surtout ça, je crois, qui a inquiété Charlie et toute l'équipe. Au-delà de la perte de l'utilisation effective du foil, c'était d'être sûr que le bateau puisse traverser l'océan Pacifique et finir dans de bonnes conditions. Je pense que c'est pas encore terminé, puisqu'il n'a pas beaucoup tiré sur ce côté-là depuis qu'ils ont empanné le long de la zone des glaces. Au-delà des problèmes techniques, je crois que c'est un moment clé dans le Vendée Globe de Charlie, et je croise les doigts. J'ai vraiment l'impression que ça va être le point de départ d'un nouveau Charlie. Il était dans une passe un peu difficile, un peu complexe à l'issue de la dernière dépression de l'Indien. Et voilà, je le sens mieux, plus tourné vers l'avenir et plus positif. Et ça fait plaisir qu'il ait réussi à surmonter ce genre de problème. Et ouais, tu le connais bien, tu as gagné la Transat Jacques Vabre avec lui sur ce bateau-là. Il est résilient, il est dur au mal. On se sent confiant sur l'idée qu'il va vraiment rebondir là et repartir. Ouais, moi j'ai travaillé avec lui sur 2 Transat Jacques Vabre. C'est un garçon qui est intelligent, qui est manuel, qui est architecte. Et voilà, plusieurs marins m'ont époustouflé et m'ont surpris dans ces moments où il y a eu quand même pas mal de réparations à faire. Et je pense que ce qu'il a réussi à accomplir va être le point de départ effectivement de la deuxième moitié, dernière moitié du Vendée, et que ça va le remobiliser.
Ouais, alors c'est vrai qu'on rappelle aussi Thomas Ruyant n'est pas à 100% aussi dans ce Vendée. Voilà, et Thomas, il avait connu un problème de foil qui était un peu différent, puisque lui, il a dû le découper. Il est aussi bourré d'énergie et il était revenu aux avant-postes. Mais mauvaise surprise pour Thomas dans la nuit de mercredi à jeudi. Lui, il a constaté une voie d'eau alors qu'il faisait une petite sieste. Tout simplement, un capot avant s'est ouvert et sa soute s'est remplie d'eau en quelques heures. Bon, et alors il a pompé comme un Shadok à l'aide de ses pompes, tout simplement, et il a remis en route. Oui, c'est un peu la classique. Hein. C'est plus de peur que de mal. Moi, c'est pareil, j'étais comme vous, j'ai eu très peur hier soir. Quand on regardait ses Quand on a vu sa vitesse, j'ai eu très peur. Et en fait, c'est la classique. Hein. C'est la soute à voile qui s'ouvre et qui se remplit. Sous la pression des vagues, semble-t-il. Ouais, peut-être mal fermée. Enfin, voilà. Donc, c'est plus de peur que mal, finalement. Alors, on parlait des foils, il devait être un petit peu l'arme absolue dans ce Vendée Globe. Et finalement, il se révèle un petit peu peut-être un tendon d'Achille. Oui, c'est vrai que les performances sont surprenantes. J'ai échangé avec Christian Lepape hier. Je crois que les polaires des foilers sont qu'à 80%. C'est dire l'écart qu'il y a entre les performances possibles de ces bateaux et celles réalisées sur l'eau. Sans doute plusieurs facteurs à cela. Sans doute la mer, ils en ont parlé beaucoup. Très compliqué dans l'Indien. Très compliqué. Des bateaux sans doute un peu mal adaptés à ces conditions de mer. Moi, j'ai eu le sentiment que c'était des bateaux qui avaient été conçus pour de la mer plate et non pas pour de la mer. Pas pour un tour du monde. Pour un tour du monde. Et puis, malheureusement, les deux bateaux que j'aurais bien aimé voir se comporter dans ces conditions-là, qui étaient Arkea et Hugo Boss, avec des foils lancés, avec un concept différent, malheureusement, ont quitté la route très rapidement. Et oui, aucun foiler dernière génération, d'ailleurs, n'est à 100% de ses capacités aujourd'hui. On imagine qu'il va y avoir on sait que le Vendée Globe, finalement, c'est un grand laboratoire. Il va y avoir une grosse réflexion à mener sur l'évolution de ces appendices à l'issue du Vendée. Il ne s'agit pas de les remettre en question, mais il va falloir quand même que ça évolue. Ouais, je crois que toute la filière était victime effectivement de ce rêve de faire voler les bateaux autour de la planète, ce qui est entre guillemets facile à faire. Voilà. Oui, facile à faire en baie d'Auckland, mais qui est quand même beaucoup plus difficile à réaliser autour du monde. On voit pareil avec Sodebo et Gitana que le défi est immense, et donc c'est une espèce de petite claque pour tout le milieu qui va devoir... On a voulu aller un peu trop vite peut-être. Ouais, qu'il va falloir vraiment bosser et revoir sa copie pour espérer refaire tourner ces bateaux autour de la planète. Alors Yann, la météo avait un petit peu resserré le jeu, mais c'est reparti par devant comme souvent, et le trio de tête a pu allonger la foulée là, dans un flux de nord-ouest soutenu, et finalement le groupe de poursuivants est quand même à 400 000. Est-ce que c'est un break qui peut s'avérer décisif pour les trois premiers? J'ai regardé ça ce matin sur les routages avec les fichiers GFS que j'ai. Je ne dispose pas des CEP, qui est un modèle parfois considéré comme plus précis. Mais il me semble qu'ils continuent à tous évoluer à peu près dans le même système météo. Il n'y a pas de vrai break. Oui. Et il y a fort à parier qu'on se retrouve avec toute cette joyeuse compagnie, aléas techniques mis de côté, avec tout le monde au Cap Horn. En tout cas, on croise les doigts pour que c'en soit ainsi et que le juge de paix soit à la remontée de l'Atlantique. Voilà, et tant mieux s'il peut y avoir du match, parce qu'on a vu les jours derniers, ça c'était complètement insolite, 5 bateaux qui naviguaient à vue. Avec les images de drone de Louis Burton qui montraient que vraiment c'était très très serré. Comme en baie de Quiberon ou en baie de Port-la-Forêt, ou de Lorient. Alors une décision qui était très attendue et qui est tombée cette semaine, c'est le jury international qui a enfin communiqué sa décision sur le temps qui a été rendu aux concurrents qui s'étaient déroutés pour porter assistance à Kevin Escoffier. On le rappelle, Kevin qui avait dû abandonner dans la précipitation son bateau qui s'est refermé en deux. Il était dans son radeau de survie. C'est Jean Lecam qui l'a récupéré. Ça s'est passé fin novembre dernier. Donc finalement, le bonus pour Jean qui a perdu plus de temps est de 16h15. Jean qui, on le rappelle, a gardé Kevin à bord jusqu'à ce qu'il le débarque à bord de la frégate Nivose près des îles Kerguelen. Yannick Bestaven et Boris Herman qui s'étaient également déroutés à la demande de la direction de course sont crédités eux de 10h15 et 6h. Yann, 16h15 pour Jean, est-ce que ça te semble juste et suffisant? C'est pas évident, mais... Bon, là, je vais être tout à fait franc. Je crois que j'étais un petit peu comme tout le monde, assez surpris que ce soit aussi peu. Quand on voit 10 heures pour Yannick Bestaven, finalement, oui. et 16 heures... oui, dans l'ensemble, ça m'a semblé assez peu. Et après, je crois que le jury a essayé de faire au mieux. C'est une décision assez froide, assez cartésienne. C'est vraiment les chiffres. Ça n'a pas laissé place, effectivement, à l'émotion. Donc, la décision était
hyper difficile à prendre. Il n'y avait pas de bonne décision. Au vu, je crois, de ce qui s'est passé dans les médias ou même du retour des marins, on en a eu assez peu, mais ça semble quand même être une bonne décision. Donc voilà. Pas évident de juger. C'est un vrai casse-tête quand même, Gilbert. Quels sont les critères justement qu'on prend en compte? C'est un vrai casse-tête parce qu'il y a une multiplicité des paramètres. Il y a le temps d'abord passé sur zone. Après, il y a l'estime de leur position où ils auraient pu être au moment de leur libération. Et puis, il y a d'autres facteurs comme le stress, la fatigue, qui ont été indéniables pour Jean Le Cam. Mais comment convertir ces éléments un petit peu subjectifs en minutes de temps compensé? Et puis, il y a eu une vraie rupture quand même dans sa course pour Jean Le Cam. Il y a eu la récupération, le choc et tout. 31 Skype aussi, c'est du temps quand même détourné de la course. Il disait d'ailleurs avoir eu du mal parce que ça a vraiment cassé son rythme de solitaire. Ouais. C'était pas évident, mais il fallait clarifier quand même la situation, notamment pour Charlie Dalin et Thomas Ruyant, qui sont à la lutte avec Yannick, et ça peut peser lourd, Yann, ça, à l'arrivée. Ce qui est vraiment positif, c'est que maintenant on connaît les règles du jeu. Qu'on soit d'accord ou pas avec les règles du jeu, c'est une chose, mais au moins maintenant tout le monde est fixé. Il y a fort à parier et on croise les doigts pour que finalement ce soit qu'une goutte d'eau finalement entre chaque concurrent. On croise vraiment les doigts et que le Vendée ne va pas se jouer là-dessus. Yannick Bestaven a surtout clos le débat là temporairement en prenant le lead vraiment sur l'eau et sans retranchement éventuel d'heures. Mais oui, ça peut-être influencer ces marins-là, mais je dirais plus tard, sur la dernière moitié de la remontée de l'Atlantique. Là, pour l'instant, on est qu'à 50% du parcours et il serait vraiment dommageable pour qui que ce soit de commencer à calquer sa course sur d'éventuels temps à récupérer ou à garder entre soi et les autres concurrents. En tout cas, ce serait insolite, mais ça s'est déjà vu, Gilbert, que le premier de retour au sable ne soit pas le vainqueur. Ce serait particulier quand même. Oui, c'est pas une première dans l'histoire de la course au large. Ça s'est produit dans la Transat anglaise 1984, où Philippe Poupon avait été le premier à passer la ligne. Mais en fait, le vainqueur était Yvon Fauconnier, qui s'était détourné pour porter assistance à Philippe Gentot, qui avait chaviré, dont le catamaran avait chaviré. Et Yvon Fauconnier, 4e sur la ligne, avait été déclaré vainqueur à la grande désolation de Philippe Poupon. On espère que ça ne se jouera pas comme ça, évidemment. Alors, pour l'instant, en tout cas, c'est Yannick Bestaven qui est le solide leader de ce Vendée Globe. Il a été joint par la course, par Olivia Vincent, qui est dans l'organisation du Vendée Globe ce matin. Écoutez quelques extraits de sa vacation. Je te vois avec ton bonnet et ton blouson, ça caille? Ah ouais, ça caille, ouais. Hier et cette nuit, c'était 3 degrés. Donc, la température de l'eau est remontée à 6 degrés là, mais hier et cette nuit, elle était à 3 degrés. Bon, comment vas-tu? Ça va, pleine forme, fraîchement. Bon, ça cavale, c'est des conditions plutôt agréables ou comment est la mer? Comment ça se passe là en mer? Le vent a un peu baissé, il n'y a plus que 20 nœuds, donc c'est bien pour faire des bonnes pointes de vitesse. Voilà, le seul paramètre, c'est qu'il fait froid et chaque fois qu'on va manœuvrer sur le pont, envoyer une voile, on a vite froid, ouais. Bon, Yannick, on a reçu hier, tu sais, les bonifications là. Bon, j'imagine que tu t'en préoccupes pas trop, quoi. On verra ça au Sable d'Olonne. Là, pour l'instant, c'est normal qu'on ait du temps compensé par rapport au temps qu'on a passé sur zone sur les recherches de Kevin. Et voilà, on sent bien que Yannick va rester concentré sur sa course. Yann, quel est ton regard justement sur son parcours? Il est sur l'ancien Safran de Morgan-la-Gravière. Oui, il fait une superbe course. Yannick, malheureusement, était sorti un petit peu des radars depuis son abandon en 2008-2009 prématuré. Il se ressourçait en créant une entreprise qui s'appelle Watansi. Donc c'est aussi un sacré entrepreneur. Et puis, il a réussi à fédérer des investisseurs autour de lui pour acquérir l'ancien Safran. Et il fait une superbe course. C'est un grand marin. Il a gagné la Mini, il a gagné 2 ou 3 Transat Jacques Vabre, oui. Il a fait du Figaro. Il a fait beaucoup de classe 40 après son dématage en 2008. Moi, je suis heureux qu'il se soit joint au trio de tête. On a un trio qui sportivement force le respect et est intéressant. Et donc, on a hâte de voir qui va sortir du lot in fine. Alors, autre débat, dans la catégorie des bateaux à dérive, si l'on peut dire, Jean Le Cam, il fait parler son talent et son expérience, mais il y a du match, notamment avec un certain Damien Seguin, qui fait une course
assez remarquable aussi. Yann, quel est ton regard sur Damien ? Damien, il a mes dérives du dernier Vendée Globe, donc il y a un petit peu de moi qui est, qui est à bord. Ça porte bonheur. Je crois que Jean et Damien Seguin se sont vraiment bien trouvés. Ils ont préparé leur bateau au même endroit. Ils avaient un petit peu la même problématique, c'est-à-dire d'essayer de faire avancer le bateau facilement de par le léger handicap qu'il a. Et puis Jean qui commence à accuser quelques années, c'est le doyen de la course. Donc je pense qu'ils étaient dans le même profil, la même approche. Et on voit que ces deux marins ont réussi leur tour de force d'arriver à mener leurs anciens bateaux aux avant-postes, au même titre que Omnia avec le petit Vendéen, j'oublie son nom. Justement, on allait y venir, Benjamin Dutreux, le bisu, qui force l'admiration aussi, c'est une révélation. Et on rappelle qu'il a quand même perdu son sponsor à 5 mois du Vendée et qu'il a réussi à trouver une solution pour quand même être présent sur la course. Et voilà, il a 30 ans et vraiment il brille sur cette course, sur cette édition. Ouais, ça force d'autant plus le respect que lui, il a dû réaliser tout ça dans un temps très court et puis visiblement dans un budget assez serré. Et c'est du temps où il ne s'est pas entraîné. C'est du temps qu'il n'a pas passé sur l'eau. Il a découvert son bateau sur la course, au contact de Jean au début. Et je pense que c'est ça aussi qui l'a fait progresser très rapidement, parce qu'il a vu ce que Jean était capable de faire. Il a essayé de s'y tenir et on voit qu'il nous fait une superbe course. Ça fait vraiment réfléchir, y compris moi, sur les moyens, les bateaux qu'on souhaite avoir au départ d'un Vendée. Je crois que même avec une machine un petit peu moins performante, on peut arriver à réaliser de grandes choses. Et finalement, il faut peut-être y aller coûte que coûte, quitte à pas avoir un projet gagnant dès le départ. Mais exactement, je crois que ça va faire réfléchir, notamment dans le milieu des figaristes. J'en connais quelques-uns qui ont envie d'y aller et ça va créer des vocations, c'est sûr. Oui, parce que comme tu l'as dit, il vient du Figaro. Il avait fait 5e en 2018 et de la filière Team Vendée. Alors Yann, on va revenir un petit peu à ton actualité. Tu rêvais, on l'a dit au début, d'être au départ de ce Vendée avec un bateau justement, toi, à la hauteur de tes ambitions. Après avoir espéré pouvoir lancer une construction derrière la Transat Jacques Vabre, tu avais dû jeter l'éponge. Pas facile à digérer. Est-ce que tu es déjà focalisé sur le Vendée 2024 ? Ouais, ce Vendée, justement, il est là pour mettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire, en fait, il faut y être. Certes, parfois, les conditions, notamment en 2016, ont été défavorables aux anciens bateaux, mais on voit que cette année, c'est pas le cas, que le sportif, la valeur du marin peut permettre de briller quoi qu'il arrive. Donc oui, j'ai envie d'être au départ du prochain Vendée Globe. Ça m'a ravivé la flamme. J'avoue que j'avais un petit peu perdu la flamme ces derniers mois. Je sentais presque la fin de carrière arriver. Puis quand je vois Jean Le Cam à 61 ans, je me dis non, c'est pas possible. Je ne peux pas raccrocher le ciré comme ça. Il faut que j'en fasse encore au moins un ou deux. Et est-ce que tu as gardé justement le contact avec cet éventuel partenaire, ou est-ce que du coup l'échéance était trop lointaine ? Ouais, l'échéance était trop lointaine pour conserver un projet avec ce partenaire, mais je profite en tout cas de l'exposition médiatique en temps de coronavirus qui est quand même incroyable. Ça aussi, on peut le souligner. Le Vendée Globe est l'événement sportif le plus suivi en ce moment, et ça révèle aussi que le Vendée Globe, je crois, doit partir quoi qu'il arrive. Et on l'a vu malgré le Covid, qu'il a réussi à trouver sa place. Et là, ça fait plaisir. Une formidable opportunité d'évasion pour les gens qui ont besoin justement de s'évader. Alors, tu disais à l'instant que tu voulais être du Vendée Globe 2024. C'est une super nouvelle. Est-ce que d'ici là, quelles sont tes priorités ? Est-ce qu'il y a une route du Rhum dans un coin de ta tête ? Pourquoi pas une Ocean Race peut-être, puisqu'elle est aussi en IMOCA maintenant ? Le timing idéal, ce serait de faire la Transat Jacques Vabre avec le bateau que je souhaiterais racheter et de le faire avec ou un marin d'exception ou pourquoi pas en mixte aussi. Je crois que c'est la tendance. Tu as déjà une petite idée en tête d'un bateau qui pourrait t'intéresser ? Le marin à qui j'aimerais bien repartir, c'est Charlie. Les bateaux, il y en a plusieurs qui vont être à vendre. Mais donc, quand même, en un, refaire avec Charlie, j'aimerais bien en regagner une autre. Et puis, oui, route du Rhum. Et je crois que la Volvo Ocean Race, ça va être plus compliqué de l'inscrire dans un programme qui mène au Vendée Globe. Mais pourquoi pas participer à quelques étapes.
Je l'ai dit tout à l'heure, tu es à l'aise sur différents supports. Tu étais le remplaçant officiel de Charlie, mais tu es aussi remplaçant là, sur Gitana 17, qui est en attente d'une nouvelle fenêtre météo pour repartir à l'assaut du trophée Jules Verne. Mais du coup, tu es un peu sur le banc de touche. Pas facile comme situation. Non, c'est sûr que c'est pas facile, mais il faut pas se plaindre non plus parce que j'ai eu la chance d'être dans le team Apivia quand même sur cette campagne. Donc j'ai bien compris et j'ai bien vu comment sans doute la meilleure équipe du moment s'est structurée autour de Charlie. Là, pareil, d'être dans le team Gitana, d'être sur un bateau d'exception, de voir quelles sont les évolutions technologiques qui sont mises en place par un team magique. Voilà, tout ça me permet de rester au contact. Je reste un peu en sommeil, mais je vais ressortir du chapeau, vous inquiétez pas. On n'en doute pas. Gitana 17, donc, qui attend une nouvelle fenêtre pour partir à la tentative. Sur sa tentative de record du trophée Jules Verne, c'est terminé en revanche pour Sodebo, Thomas Coville et ses hommes qui ont dû jeter l'éponge à cause d'une avarie de Safran. Voilà, c'est une immense déception pour Thomas et ses hommes qui, eux, ne pourront assurément pas repartir cette année, mais ils ont assuré qu'ils seraient de nouveau présents pour tenter de décrocher ce trophée l'an prochain. Alors Yann, toi tu le connais ce trophée Jules Verne, tu as eu le bonheur de le décrocher 2 fois sur Orange 1, Orange 2 avec Bruno Perron, mais on s'aperçoit quand même que le record de Francis Joyon, il ne sera pas facile à faire tomber. Oui, c'est sûr qu'avec l'Indien qu'il a fait justement au regard des conditions qu'ont eu les marins du Vendée et celles que Francis et son équipage ont eues lors du record, qui sont à l'opposé l'une de l'autre, on voit bien qu'il a bénéficié de conditions exceptionnelles. Mais quel marin ce Francis, c'est sûr, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois il a provoqué aussi ces conditions. Donc oui, c'est un record qui va être difficile à aller chercher. Il faudra bénéficier de bonnes conditions et puis heureux de voir ces machines aussi enfin s'élancer à l'assaut du Tour du Monde. Elles sont faites pour ça. Ça va être compliqué de l'amener jusqu'au bout, mais je suis ça avec patience. Puis attention, je peux peut-être partir encore sur la prochaine édition. Mon hiver n'est pas fini. C'est pour ça qu'on t'a très vite invité. Alors là où tu pourrais aussi être présent, à toi de nous le dire, mais tu es revenu sur la solitaire du Figaro remportée par Armel Leclerc l'an dernier. Il reste toujours cette 4e victoire à aller chercher qui serait vraiment un record. Ça n'a encore jamais été fait. Est-ce que tu entends repiquer en 2021 sur cette course de légende aussi ? Oui, bien sûr, c'est un amour de jeunesse, c'est un amour éternel avec cette course. Je donnerai quand même la priorité à la Transat Jacques Vabre parce que c'est une course qui me plaît aussi. Et puis, surtout, ce qui m'attire, c'est cette traversée de l'Atlantique en Figaro qui va avoir lieu au mois de mai prochain. Ça va être là, il y a un peu de sel, il y a un peu de piment. Traverser l'Atlantique sur le Figaro Beneteau 3 avec toutes les inconnues que ça comporte. On sent le coureur du large. Là, ouais, là j'ai envie d'y être. Faire cette année pour cause de Covid. C'est un défi qui m'attire. Ouais. Alors on va terminer avec une belle image. Ce sont les images du nouveau départ d'Initiative Cœur à Cape Town, contrainte d'abandonner pour une avarie importante au niveau de sa quille. Sam Davis a fait le choix de réparer à Cape Town et de repartir hors course après un chantier rondement mené. Sam Davis qui porte les couleurs de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Elle tient absolument à boucler ce tour du monde pour continuer à sauver des enfants. Et ce qui est sympa, elle va être quand même aussi dans la cartographie, on pourra la suivre. Voilà, donc pour les infos concernant ce Vendée Globe, on arrive à la fin de cette émission. Je ne sais pas si tu as fait tes petits paquets pour Noël, Yann. Évidemment, la magie de Noël est un peu moins présente dans ce contexte, mais ça n'empêche pas. J'espère que vous avez fait vos petits paquets. Et en tout cas, si vous ne les avez pas fait, regardez, on a des petits conseils de cadeaux. Voilà, donc notamment ce livre, Les Aventuriers du Grand Sud, pour vous plonger dans l'ambiance du Vendée Globe, livre de Dino Di Meo et Antoine Grenapin qu'on vous recommande. Également, la bande dessinée du Vendée 2020, voilà, histoire du Vendée Globe, ça aussi très sympa à mettre sous le sapin, par Alexandre Chenet et Renaud Garetta. Et puis on parlait à l'instant du trophée Jules Verne, et bien là aussi trophée Jules Verne, le record extraordinaire aux éditions Voile Gallimard. Voilà, pour tout savoir de ce trophée, voilà, qui chaque année en hiver, occupe les grands compétiteurs qui essaient donc de battre ce record. Le record actuel, on le rappelle, c'est Francis Joyon en 40 jours.
Merci beaucoup, Yann, d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Alors Virginie, la littérature a été très abondante sur le Vendée Globe. Il y a eu de multiples ouvrages. On en a présenté un parce que c'est un peu la Bible et le livre officiel, mais il y a une vaste palette. Évidemment, je vous invite à aller flâner dans les librairies qui ont rouvert. De Didier Ravon, de Denis Aurault, qui était l'ancien directeur de course. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Gilbert. Merci à Tom à la réalisation avec toute son équipe, Vincent et Romain. Merci aussi à Nicolas qui fait toutes les photos des coulisses du Vendée Globe. Nous, on va se retrouver bien en 2021, en janvier, le 7 janvier. D'ici là, on espère que vous passerez de très très belles fêtes de Noël. Tes projets, Yann, peut-être juste en quelques mots? Changer d'année. C'est vrai que là 2020, on n'en peut plus. Adieu 2020, cap sur 2021. Ouais. Merci Gilbert. Alors Virginie, pour suivre aussi pendant notre petit break l'actualité du Vendée et toute l'actualité voile au plus près, le site Planète Voile, et dont Yann est collaborateur puisqu'il apporte son regard d'expert dans des chroniques régulières d'analyse du Vendée. Merci avec Yann. Toutes les infos. Merci beaucoup Yann. À bientôt. À bientôt. Azimut vous a présenté le Café de la Marine.